Grand titre de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234 34 61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234 3461. Et il est pris dans la neige ce matin. Bonjour, José Soucy. Bon matin, mais c'est exactement ça. Je suis pris dans la neige. Je ne sais pas pourquoi le déneigeur n'est pas passé. Puis il y en a tellement tombé hier. D'ailleurs, quand tu viens pour sortir de la cour, mais, les tracteurs de la municipalité de Berthier-sur-Mer continuent de passer, là, les grues et compagnie. Ça fait que ça fait en sorte qu'il y a un gros roulet, puis je suis incapable de sortir de la cour, là, tout simplement. Et fort heureusement, Zoom existe toujours, ce qui nous permet ce qui me permet de t'avoir encore une fois ce matin pour parler d'actualité. Bien, on va justement parler de la neige parce que ça a été le sujet du jour hier, je pense qu'on ne se le cachera pas. Puis il est arrivé quelques incidents malheureux, entre autres sur l'autoroute 20. Écoute, hier, c'était le festival des sorties de route. C'est extrêmement glissant sur les routes. Et sur l'autoroute 20, à 14h35, à la hauteur de Montmagny, en ouest, il y a un 53 pieds qui a fait une mise en portefeuille. Une mise en portefeuille, je vous explique pour ceux qui sont à l'écran, là, tu te retrouves de cette manière-là, en plein milieu du chemin, puis c'était impossible de contourner. On était réellement mal pris. La Sûreté du Québec s'est gratté la tête longtemps pour trouver des solutions de rechange. Et finalement, tu sais comme moi, là, à la ville de Montmagny, il y a énormément de réparations ces temps-ci, de sorte qu'il y a eu jusqu'à un moment donné 150 voitures qui patientaient sur l'autoroute 20. C'était pratiquement l'hécatombe. Les gens, là, ils n'étaient pas très contents, mais en même temps, on a tous été pris un peu les culottes à terre avec cette tempête-là, parce qu'on ne s'attendait pas que ça allait être une tempête de la sorte. Hein. On pensait qu'on allait s'en sortir un peu, qu'elle allait en tomber. C'était la première neige. On s'attendait, bien entendu, à en avoir, mais pas autant qu'on en a eu. Puis surtout que les routes étaient extrêmement glissantes. Là. Il y a eu des sorties de route là, dans la MRC de Lillet, un peu partout. Sur le chemin transcomté, là, la 283 pour aller à Notre-Dame-du-Rosaire, il y en a également eu. C'était pas jojo hier sur les routes du Québec et surtout sur les routes là, en Côte-du-Sud. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui avaient encore leur pneu d'été. Oui! Oui, je sais. Pourtant, mais en même temps... Marie-Ève, là, je veux dire, on a tellement eu du beau temps là, au début de novembre. Là, recul d'une semaine et demie, il faisait 21 à Montmagny. Ouais. Bon, là, maintenant, c'est plus le cas. Là. Je veux dire, on est comme tombé dans l'hiver d'un coup, là, hier. Là. Je veux dire, on a changé de saison radicalement. Mais il y a des gens qui se disent à chaque année, bon, la date limite, c'est le 1er décembre, donc j'ai pas à le faire avant le 1er décembre. Et c'est comme si il faudrait que le gouvernement mette des dates par région pour qu'on se réveille que, ben dans la région ici, je te dirais Appalaches, la neige habituellement, là, fin octobre, début novembre, c'est pas mal là que ça va arriver, même s'il a fait bien beau là, cette année-là. Absolument. Peut-être qu'il faudrait mettre ça au 1er novembre. Ça serait peut-être mieux, au maximum 15 novembre. Mais là, vois-tu, hier, c'était le 16 novembre. Puis il en a tombé quand même une bonne. Mais ce qui dérangeait, parce que moi, j'avais mes pneus d'hiver et c'était extrêmement glissant. Pour moi qui avais mes pneus d'hiver, j'imagine ceux qui étaient en pneus d'été, ça ne devait pas être jojo. Là. Non, ça ne devait pas être super. Puis surtout, je dirais en fin de journée, là, il y avait justement ces poids lourds qui se promenaient sur la 132. Donc, si vous étiez sur le boulevard Taché, là, où j'étais, là, justement, il y avait les poids lourds qui étaient là à la lumière. Là, on patine un peu pour partir de la lumière. Le poids lourd s'en vient. Un peu plus loin aussi, il y avait des grands défilés de poids lourds et de voitures. C'était quand même assez impressionnant du côté de Montmagny. On ne s'attendait pas à ça pour la première bordée de neige. Il y avait beaucoup de poids lourds également, Marie-Ève, qui n'étaient pas en mesure de monter certaines côtes en Côte-du-Sud. Là. Et ça a amené énormément de problèmes. Le MTQ qui était débordé, la Sûreté du Québec était débordée, mais qui ont quand même très bien travaillé. Là. Je les entendais là, sur les ondes, là, essayer de trouver des solutions. Je veux dire, on était réellement contents de les avoir hier, les policiers, parce qu'ils ont fait de leur mieux. Puis je pense qu'ils ont quand même fait un bon travail malgré les circonstances. C'était pas facile pour personne. Et il y a des gens qui ont attendu près d'une heure là, pour passer dans le secteur où il y avait la mise en portefeuille pour faire le détour. Il y avait même un détour là, qui était
organisé dans le secteur de Cap-Saint-Ignace pour passer par Montmagny. La 132 était assez occupée hier à Montmagny et à Cap-Saint-Ignace. Puis il n'y a pas seulement les poids lourds qui n'étaient pas capables de passer à certains endroits, là, les mini-côtes, là, quand on n'a pas les pneus d'hiver, puis qu'il n'y a pas d'abrasif de mis sur la route. J'ai vu quelques voitures reculer devant moi hier aussi. Absolument. Je veux dire, c'est un peu chaotique, mais en même temps, on a réussi à passer au travers. Le principal, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas eu de gros accidents, il n'y a pas eu de morts. Et ça, c'est réellement des bonnes nouvelles parce que ça aurait pu virer au vinaigre à bien des occasions hier en raison de la chaussée glissante. Mais à chaque année, ça revient. La première neige, c'est des situations comme ça qui reviennent. Donc, on s'y attend. C'est fait. Maintenant, tout le monde est au courant. Il y a de la neige. Voilà, on est réellement à l'hiver. Hein? C'est pas vrai qu'on est encore l'été le 5 novembre. Écoute, c'est vraiment drastique. Là. On est passé de 2 saisons, mais souvent, ça fait ça. Pas souvent, mais je te dirais depuis certaines années, là, on dirait qu'on a de la chaleur, puis subitement, on change de saison. C'est l'impression qu'on a eu hier, du moins. On va changer de sujet maintenant. Quelque chose de plutôt triste. Du côté de Tourville, on est à la recherche d'un homme qui est disparu depuis quand même le mois d'octobre, Léopold Gauthier. Oui, 79 ans. Parce que je t'explique un peu ce qui est arrivé hier. J'étais un des premiers dans les médias à comprendre qu'il y a quelque chose qui se déroulait à Tourville parce qu'on procédait à des recherches du côté de la Sûreté du Québec. Puis en même temps, la tempête de neige est arrivée. J'ai appelé la Sûreté du Québec, le service de communication de la Sûreté du Québec. Ils m'ont dit, regarde, oui, il y a quelque chose qui se passe, mais si il y a une raison de publiciser ou de mettre ça dans les médias, ben, on va vous contacter. Puis finalement, en fin de soirée, on a envoyé de l'avis de recherche. Il était disparu depuis le 20 octobre. Je ne sais pas pourquoi qu'on se réveille subitement. Il y a sûrement des informations qui sont arrivées qui ont fait en sorte que la Sûreté du Québec s'est mobilisée pour trouver l'individu en question. Mais actuellement, on ne l'a pas encore retrouvé, malheureusement. Bien, ce qui arrive souvent, c'est que les gens, il y a plusieurs personnes qui sont des solitaires, qui habitent seuls chez eux, qui ne sortent pas souvent. Donc, ça prend plus de temps avant de se rendre compte qu'ils sont disparus. Je pense que tu as entièrement raison. C'est possiblement l'avenue à préconiser concernant cette disparition-là, mais je ne suis pas certain. De toute manière, on va faire le suivi. L'important, c'est d'en parler, de le retrouver sain et sauf. Oui. On va souhaiter de le retrouver, du moins. Et le carrousel des maires suppléants se poursuit du côté de Montmagny. Oui, c'est Mme Michèle Bernard là, qui, sous peu, va prendre ce titre-là. Tu sais comme moi que ça a changé depuis une administration ou deux, je ne suis pas certain. Je pense que ça avait commencé sous le règne de Rémi Langevin, mais ça a perduré avec Marc Lorrain. C'est que chaque conseiller va, à tour de rôle, jouer le rôle de pro-maire pendant 4 mois. Et il y a un bonus avec ça. Je m'étais rendu compte de ça lorsque j'ai commencé à regarder parce que tu sais qu'on est sur le bord de se voter des augmentations de salaire du côté du conseil de ville et tu sais qu'avec l'inflation, il faut faire attention parce qu'à Lévis, eux autres, ils ont décidé d'augmenter le salaire des élus municipaux de 2 %. Donc, on pense que ça va être dans ces eaux-là ici, mais c'est à ce moment-là que je m'étais rendu compte que lorsque tu deviens pro-maire ou maire suppléant, tu as une augmentation de salaire et je pense que c'est correct que ça se fasse à tour de rôle et ça donne également de l'expérience aux conseillers parce que tu sais que dans la brochette de conseillers qu'on voit présentement à l'écran, t'en as 2 qu'on pense qu'ils vont se lancer ultérieurement pour devenir le maire, tout dépendant si M. Lorrain se représente ou pas. On ne sait pas, peut-être qu'il va se présenter qu'il y a des candidats, ou plutôt des conseillers qui vont devenir candidats à la mairie. On sait que Jessie Croteau aurait de l'intérêt et Mireille Thibault aurait également de l'intérêt. Ça reste à suivre. La prochaine élection municipale est en 2025, donc il y a encore le temps de couler de l'eau sous les ponts. Et Mme Thibault est très, très impliquée dans plusieurs sphères. Là. On pensait même qu'elle pourrait, qu'elle aurait pu se présenter pour la CAQ à l'époque. Là. Oui, je sais que son nom avait circulé un peu parce que lorsque Marie-Ève Proulx a été démissionnée, il y avait des noms qui circulaient. Tu avais Bernard Généreux, Mireille Thibault, c'est un nom qui circule parce qu'elle a été longtemps attachée politique de Norbert Morin. Puis, je veux dire, elle est connue pour une rigueur au travail. C'est une belle politique, Mireille Thibault, puis elle est très impliquée. Puis Jessie Croteau, c'est le fils de l'ancien maire, M. Croteau. Le nom m'échappe, vous m'excuserez ce matin, là. J'ai un blanc de mémoire. Jean-Claude Croteau. Pardon? Jean-Claude. Oui, Jean-Claude Croteau, je m'excuse, effectivement, c'est Jean-Claude Croteau. Donc, ça reste à suivre pour le reste, mais actuellement, oui, on change à tour de rôle. Où on prend à tour de rôle ce titre-là de pro-maire. Et oui, ça donne l'expérience, comme je l'ai dit, je me répète, mais c'est essentiellement
essentiellement ça. Mais là, on parlait de 2 candidats qui possiblement se présenteraient pour maire, mais ça, c'est pas pour tout de suite, là, c'est pour 2025, pour les élections? Absolument. Puis je veux dire, il y a des choses qui peuvent encore considérablement changer. C'est pas toujours facile d'avoir l'unanimité au sein du Conseil de ville de Montmagny. On l'a vu dans les derniers mois qu'il y a eu quelques petits accrochages, mais malgré tout, semblerait-il que l'ambiance est quand même relativement bonne. Bon, là, pour le poste de pro-maire, Mme Bernard va être là pendant 4 mois, donc c'est jusqu'en avril prochain. Puis la rotation se poursuit là, par la suite. Oui, ça se poursuit ensuite de ça, parce qu'il y en a 2 là, conseillers qui n'ont pas encore été pro-maire. On parle de Gabriel Brisebois et de Marc. Fait que ça reste à suivre. Marc Langlois, ça reste à suivre. Là. Mais c'est la vie municipale, hein, je veux dire. Les gens regardent ça de l'extérieur, puis souvent, on a tendance à être critique, mais je peux dire que, comme journaliste, ça travaille fort autour de la table. José, sais-tu qu'est-ce que ça implique, être pro-maire? Bien, essentiellement, c'est que tu vas remplacer le maire c'était le maire Langevin. C'est pas le maire Langevin, mais c'est le maire Marc Lorrain, qui, des fois, il ne peut pas se présenter à des endroits, donc c'est le pro-maire qui le remplace tout simplement. OK, donc ils vont faire de la représentativité surtout. Oui, il y a d'autres choses aussi, mais essentiellement, c'est ça. D'accord. Du côté de la Pologne, on sait qu'il y a un missile qui est tombé. Et là, on entend plein de versions. Oui. On entend Oui, on entend plein de versions. Tu comprends que Zelensky veut mettre ça sur le dos des Russes pour, je veux dire, rentrer l'OTAN dans le conflit parce que la Pologne fait partie de l'OTAN. Et si on attaque un pays de l'OTAN, on attaque l'OTAN au complet. On a l'impression que Zelensky a tenté de manipuler la situation. Est-ce que c'est les Ukrainiens même qui ont lancé le missile en Pologne? On ne le sait pas. Les Ukrainiens accusent la Russie, mais là, on dit ce matin qu'on n'est pas certain, mais on n'a pas de preuves, mais on pense que c'est les Russes. Là. Mais je m'excuse, il faut vraiment que tu aies des preuves. Et il y a d'autres personnes qui pensent que c'est tout simplement un accident. Ça reste à suivre, mais il ne faut pas rentrer dans cet engrenage-là. Il y a des gens, on dirait, qui souhaitent une 3e guerre mondiale. Je veux dire, une 3e guerre mondiale avec les Russes, peux-tu vous dire que ça va signifier l'apocalypse possiblement avec les armes nucléaires? Oui, parce qu'effectivement, les Américains et le gouvernement polonais disent non, c'est un missile ukrainien qui voulait arrêter des tirs russes. Donc, c'est un événement fâcheux, tout simplement. Ils n'accusent même pas l'Ukraine, ils disent juste c'est un événement fâcheux parce que la municipalité où c'est arrivé, c'est pas très loin là, de la frontière de l'Ukraine, justement. Puis, les Ukrainiens, eux autres, ils restent... Ils disent, coûte que non, c'est pas nous autres, c'est un missile russe, mais ils veulent, les Ukrainiens disent aussi qu'ils veulent s'impliquer, ils veulent aller faire les recherches, ils veulent aller vérifier sur place, là, ils veulent aller plus loin. Tu n'as pas besoin des Ukrainiens en Pologne. Les Polonais sont assez compétents pour faire l'enquête, procéder à cette enquête-là. Et je veux dire, on est en situation de guerre, et lorsqu'on est en situation de guerre, il y a beaucoup de propagande. Et lorsqu'on dit propagande, ça équivaut également à beaucoup de mensonges là, des deux côtés. Il faut faire attention à l'information qu'on obtient parce qu'il y a des gros enjeux. Zelensky ne veut pas perdre la face, veut demeurer en place. Mais en même temps, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu des négociations récemment directement entre les États-Unis et la Russie. Et le sujet, c'était l'Ukraine. Et l'Ukraine n'était pas invitée. D'ailleurs, tu avais d'autres interlocuteurs qui n'étaient pas invités, notamment Macron qui n'était pas présent. Ça reste à suivre, mais je pense qu'on ne sait pas tout de ce qui se déroule présentement. Beaucoup de fausses informations. C'est difficile de vérifier les faits. Et comme je l'ai dit, il y a tellement d'intérêt dans ce conflit-là qu'il faut réellement faire attention à l'information qu'on obtient. Mais c'est une des premières fois où on sent beaucoup de méfiance. Oui, mais parce que, comme je te dis, Marie-Ève, il y a trop d'intérêt. Je veux dire, les gens doivent comprendre que la politique internationale, là, ce n'est pas des valeurs qu'on protège ou qu'on défend, ce sont des intérêts. Et on est dans une guerre d'intérêts. Mais on ne connaît pas tous les intérêts parce qu'on nous ne dit pas tous les intérêts qui sont concernés en lien avec ce conflit-là. Je veux dire, je ne peux pas t'en dire plus ce matin. J'aimerais ça t'expliquer ça de A à Z aisément, mais je ne suis pas en mesure de le faire parce que je n'ai pas toutes les informations. Et on s'entend que lorsque Zelensky ou Poutine prennent une décision, ils n'envoient pas un communiqué de presse à CMA-TV. Pas encore. ça sent bien, je travaille là-dessus, là, j'ai des contacts.
Je voudrais qu'on revienne sur le fameux masque, parce qu'on en a parlé encore hier. Et là, la santé publique nous dit, bon, ça serait très bien de le porter dans les endroits publics, dans les lieux publics. On le conseille fortement parce qu'on ne peut pas l'obliger. Et on dit non, dans les écoles, cette fois-ci, non, ça va être correct. Ils sont durs à suivre, la santé publique, hein? Et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on tente une offensive médiatique pour nous ramener ça comme une obligation, comme si c'était naturel de mettre un masque, alors que ce n'est pas naturel. J'entendais, je pense, hier, un réseau de télévision nationale québécois, là, que je t'ai rendu comme les pneus d'hiver. Il fallait mettre le masque à tous les hivers, là. Comme on remarque qu'il y en a qui ne les ont pas mis hier, leurs pneus d'hiver, là, on s'est rendu compte de ça. Mais on essaie de nous vendre ça de cette façon-là, alors que, je veux dire, moi, j'ai passé ma vie sans masque, et là, on a eu dans les 2 dernières années l'obligation du port du masque. Et on se rend compte également qu'avec ce masque-là, on a possiblement affaibli le système immunitaire des enfants, peut-être même voire des adultes. Et je ne sais pas si tu te souviens également, Marie-Ève, au début, là, les propos du docteur Arruda concernant le masque, c'était pas très positif. Il disait que ça servait pratiquement à rien. Puis à la fin, c'était comme la nouvelle panacée. Bon, écoute, je ne sais pas qui croire, mais une chose est certaine, moi, je ne veux pas d'obligation du masque. Là, c'est clair mais que ça n'arrivera François pas, Legault a dit l'obligation. qu'il n'y aurait pas d'obligation du masque, du moins pour l'instant. Est-ce qu'on peuvent essaie de plus nous la vendre ça faire. tranquillement, pas vite? Non, mais ils ne peuvent pas. Legault disait, ça n'arrivera pas. Là. Il n'y aura plus d'obligation. C'est fortement suggéré. Puis je comprends, moi, d'un côté, personnellement, quand j'ai un rhume, je préfère porter le masque pour éviter de propager mes virus autour de moi, là, quand je vais dans des endroits publics, pas à la maison, bien sûr, là, comme tout le monde. Et d'un autre côté, à Noël, j'aimerais passer du temps avec les gens que j'aime. J'aimerais cette année vraiment profiter à 100 de ma période des fêtes. Et si, pour moi, la solution, c'est de porter un masque quand je vais faire mon magasinage des fêtes pour éviter d'aller attraper les virus de tout le monde, puis d'être en pleine forme pour voir tout le monde. Personnellement, là, je pense que je n'avais pas besoin de la santé publique pour me le dire. Je le ferais automatiquement. Oui, mais ce qu'on se rend compte, c'est que le masque n'empêche pas la transmission du virus. Ce que j'en ai compris, c'est que ça ralentit la transmission du virus, tout simplement. Si ça vous sécurise de mettre le masque, mettez-le. Mais il faut que ça soit un choix personnel et non une obligation gouvernementale. Parce que les mesures sanitaires appliquées au Québec là, durant les 2 dernières années, comme au Canada, puis dans plusieurs pays occidentaux, ça fait extrêmement mal à l'économie et aussi au lien social, parce qu'il y a énormément de familles, d'individus dans des familles qui ne se parlent plus désormais en raison des mesures sanitaires. Ça a complètement polarisé la population. Et si tu regardes la Suède a laissé le choix à sa population. Ils n'ont pas procédé de la même façon et l'économie suédoise va beaucoup mieux actuellement que toutes les économies, proportionnellement, là, on s'entend, là, de l'Occident. Du moins des pays qui ont exercé ce type de mesures-là. Merci beaucoup, José. C'est tout pour nous aujourd'hui. Demain, bien sûr, on se retrouve. On va parler actualité encore une fois avec José Soucy. Aussi, on va parler santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Et Michel a rencontré Monseigneur Pierre Goudreau, qui a fait paraître dernièrement Les visages de la pauvreté, donc l'Église au défi de la fraternité, c'est paru chez Novalis. Donc, il en sera question demain dans l'entrevue du jour pour le vendredi. Déjà vendredi, on profite de la journée de jeudi. Tout d'abord, c'était Bonjour Côte-du-Sud. Je vous souhaite une belle journée.